Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Bonjour à tous, c'est Vera. Bienvenue dans Witchy Planet, la chronique qui vous emmène partout dans le monde à la découverte de lieux envoûtants et emblématiques de l'ésotérisme. C'est parti, suivez le guide. Évidemment, quand on parle de cimetière, l'idée c'est pas du tout de plomber le moral, surtout s'il fait pas très beau dans vos régions, ce qui est le cas chez moi en Alsace. Moi, les cimetières, c'est plutôt, on va dire, des lieux qui m'apaisent, c'est plutôt des lieux qui m'enchantent. Alors évidemment, je mets de côté, on va dire, les moments où on se rend dans les cimetières parce qu'on est soi-même, on va dire, directement concerné par quelqu'un de sa famille qui s'est désincarné, mais je mets ça de côté. Sinon, en tous les cas, les cimetières en tant que lieu de visite, en tant que lieu de promenade, moi, je trouve ça vraiment enchanteur. Et donc, ce matin, dans le cadre de ce cycle Paris magique et ésotérique, j'aimerais vous parler de la grande histoire des cimetières en Europe centrale. On va se concentrer sur ce périmètre parce que sinon on aurait besoin d'une journée pour égrener tout ça si on devait être sur le périmètre de partout dans le monde. Et dans un deuxième temps, on va retourner à Paris pour aller se balader dans les cimetières emblématiques de la capitale. Est-ce que ça vous convient comme programme ? C'est un super programme, ma petite Vera, vraiment. Cool. Écoute, super Alina. Je vais commencer donc par vous conter la grande histoire des cimetières en Europe centrale, comme je vous le disais. Alors déjà en préambule, qui dit cimetière dit forcément culte des morts. Et inhumer un défunt, c'est pas une pratique naturelle. Ça suppose une démarche consciente, ça suppose une forme de spiritualité, ou du moins une réflexion, une considération de la mort. Et cette considération, elle est apparue dès les premiers hommes, c'est-à-dire l'Homo sapiens, Néandertal, Cro-Magnon, puisqu'ils ont tous laissé des traces de rituels funéraires. Voilà. Et donc, avant le néolithique, c'est-à-dire entre moins 10 000 et moins 6 000 selon les régions dans le monde, on sait que les premiers hommes ont inhumé leurs défunts. Alors, les tombes n'avaient pas d'aménagement hors sol, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'emplacement marqué, il n'y avait pas de stèle, ce genre de choses. C'était vraiment directement dans la terre et c'est pour ça qu'on parle de champs funéraires. Et dès le néolithique, il va y avoir des inhumations de corps, encore et toujours, mais aussi de cendres, dans des urnes funéraires. Et au départ, c'était une pratique qui était plutôt centrée autour du tumulus. Vous savez, cette fosse qui était creusée dans le sol et qui était recouverte d'un monticule de terre pour pouvoir justement garder en mémoire l'emplacement des corps. Et donc, ces tombes, ces tumuli, pouvaient être individuelles ou collectives. D'ailleurs, dans certains tumuli, on a retrouvé plus de 500 dépouilles. Donc, vous voyez que ça pouvait vraiment être à grande échelle. Et puis, par la suite, plus on avance dans le néolithique et plus on observe, on va dire, un recours massif à l'incinération. Et donc là, on passe des champs funéraires, donc où les corps sont inhumés dans la terre, à des champs d'urnes. Voilà. Et puis en parallèle, on commence aussi à observer l'utilisation d'hypogées. Alors hypogée, H-Y-P-O-G-E-E-S, c'est un nom masculin, il faut le dire, c'est un hypogée. Et donc les hypogées, c'était des cavités artificielles qui étaient creusées par les hommes dans le sol, donc soit en sous-sol, soit à flanc de colline, et qui servaient de sépulture. Et donc, dans l'Europe du néolithique, on va en retrouver chez nous en France dans la Marne, dans la vallée du Rhône, dans la Drôme, dans le Gard, le Vaucluse, en Provence aussi, quelques-uns, mais aussi en Italie centrale et surtout un peu partout en Méditerranée. Donc, ces hypogées, en fait, ce qui va les distinguer d'une simple sépulture en fosse, c'est qu'on pouvait y accéder par un passage qui était en fait une sorte d'antichambre, une sorte de vestibule. Et d'ailleurs, c'est en Sardaigne, à partir du néolithique récent, qu'on va trouver les hypogées les plus spectaculaires, puisque là, ils étaient carrément, dès l'époque, faut imaginer de quelle période on parle, c'était déjà très sophistiqué, avec plusieurs pièces, avec des colonnes, des portes, des fausses portes, des décos, parfois même, on va dire, des répliques d'habitats, avec des imitations de toitures, etc.
Et donc, ces hypogées étaient creusés les uns à côté des autres, ça constituait, in fine, de véritables nécropoles. Donc, nécropole, ça signifie littéralement ville des morts. Voilà. Donc, on peut d'ailleurs encore en visiter un petit peu partout en Méditerranée, puis évidemment aussi en France, dans la Marne en particulier. Voilà. Et donc, durant cette même période du néolithique récent, toujours en Europe, en parallèle, on va aussi commencer à ériger des dolmens, des menhirs, des cairns pour matérialiser l'emplacement des lieux funéraires. Donc, c'est ce qu'on va appeler la culture mégalithique. Donc, ça, c'est pour le néolithique. Et maintenant, je vous propose de faire un bond dans le temps, direction l'Antiquité, toujours en Europe, évidemment. Donc, à cette époque de l'Antiquité, le territoire, il est occupé par divers peuples dits celtes, puisque je vous rappelle que les Celtes en tant que tels n'ont pas existé, c'est un mythe. Finalement, c'était plutôt une myriade de tribus qui avaient quand même, on va dire, des différences culturelles assez fortes, mais bon, on a employé ce terme-là pour mettre un chapeau commun. Et donc, ces différents peuples vont migrer du centre de l'Europe vers l'ouest de l'Europe à partir de 1000 avant Jésus-Christ. Alors, ces tribus celtiques, elles n'avaient pas vraiment d'idée arrêtée sur le devenir du défunt, sur ce qu'il y avait, on va dire, après la mort. On peut dire aussi, on sait que l'inhumation et la crémation, c'était deux pratiques courantes. Et d'ailleurs, dans le cas de l'inhumation, on plaçait assez régulièrement des offrandes. Donc les enfants et les femmes étaient plutôt inhumés avec des objets de la vie courante, donc de la vaisselle, des jouets, des bijoux, etc. Et puis les hommes plutôt avec des artefacts qui évoquaient en fait la vie guerrière, la vie sauvage, donc souvent avec leurs armes. Et d'ailleurs, on parle même de la culture de Hallstatt, qui était particulièrement prolifique dans le domaine. Donc Hallstatt, ça vient en fait du nom d'une ville qui se trouve près de Salzbourg en Autriche et où on a retrouvé plus de 20 000 artefacts enfouis auprès des morts, dont des chars entiers avec leurs chevaux pour les gens qui semblaient être déjà des nobles ou même des princes, des princesses, des rois. D'ailleurs, je vous renvoie, il y a d'excellents podcast sur la chaîne d'Arte qui est consacrée en fait à cette culture d'Hallstatt qui est vraiment en fait hallucinante, quoi. Je veux dire, quand on voit justement ce qui était fait pour rendre hommage à leurs défunts. Donc ça, c'est pour les tribus celtiques. Et puis maintenant, dans le cadre de notre voyage dans le temps, je vous propose qu'on s'arrête à l'Empire romain. Alors, comme pour les peuples celtes, il n'y avait pas vraiment de préférence marquée au départ entre l'incinération et l'inhumation. Alors ça va changer avec l'influence chrétienne, on le verra par la suite. Et en revanche, une loi dite des 12 tables, alors ça c'est un terme intéressant à retenir, les 12 tables, parce qu'en fait c'est le premier corpus de lois romaines écrites entre 451 et 449 avant Jésus-Christ. Et dans le cadre de ce corpus de lois, eh bien, il y a justement une partie qui interdit toute pratique funéraire à l'intérieur des cités. Alors pourquoi ? Pour des raisons évidentes d'hygiène, mais aussi plus spirituellement, parce qu'il y avait déjà le désir d'établir une frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Donc vous voyez, c'est déjà, on va dire, un certain changement, en tous les cas la marque d'une certaine mentalité. Et dorénavant, on va regrouper les morts dans des catacombes. Alors ça, c'est un terme qu'on va aussi employer un peu plus tard dans notre visite de Paris, vous en doutez. Donc les catacombes, c'était des lieux de sépulture pour les corps qui étaient non incinérés. On utilisait aussi des hypogées. Donc, si les catacombes, c'était une spécificité romaine, on a vu précédemment que les hypogées étaient déjà utilisées par le passé à la période du néolithique récent. Et la seule différence entre ces deux types d'agencements funéraires, c'était la superficie en fait. Donc voilà, donc on utilisait les deux. Et progressivement, eh bien, les Romains vont commencer en fait à sortir de terre leurs défunts et à ériger des monuments
qu'ils vont aligner le long des voies d'accès aux cités, donc pour justement que ces tombes soient vues par les vivants et célébrées par-delà la mort. Et donc c'est là de plus en plus que la distinction sociale va venir en fait se répercuter dans les pratiques funéraires. Donc, les pauvres auront des tombes quelconques, très modestes, sans aucun apparat. Les gens un peu plus aisés vont avoir une stèle en pierre. Et puis, les gens très fortunés, eux, vont carrément avoir un mausolée familial. Donc, à cette époque-là, chez les Romains, il y a aussi une nette séparation entre le lieu de culte, ce qu'on appelait le templum, et le lieu d'inhumation. Voilà, donc on commence à scinder les choses. Et c'est aussi à cette époque de l'Antiquité romaine qu'on va pouvoir aussi observer les premières épitaphes. Donc vous savez que les épitaphes, c'est ces inscriptions sculptées sur les stèles funéraires qui vont renseigner sur le nom, sur le statut social, la famille, le métier, les faits marquants de la vie du défunt. Et en fait, les Romains vont emprunter cette pratique aux Grecs, qui étaient eux vraiment des maîtres dans l'art de l'éloge funèbre. Et puis pour conclure sur l'Antiquité, on va aussi évoquer les colombaria. Alors ça vient du grec colomba, niche de pigeon. Et le columbarium, à l'époque romaine, c'était une grande chambre funéraire souterraine où on aménageait des niches, des petites niches qui servaient à accueillir les urnes funéraires. Et donc, ces niches étaient individuelles, elles étaient fermées par des plaques commémoratives, parfois avec l'effigie du défunt. On a pas mal de traces archéologiques de cela. Et puis, c'était assez accessible aussi même pour les gens qui n'étaient pas très argentés. Donc voilà pour cette période de l'Antiquité. Je vous propose maintenant de passer à l'ère chrétienne. Alors vous vous en doutez, le christianisme va engendrer une sacrée révolution dans les mentalités européennes et au moment où il va se populariser dans l'Empire romain, au 1er siècle de notre ère, c'est là que la société va se doter de rites funéraires très stricts qu'il convient de respecter afin d'accompagner au mieux le défunt dans sa dernière demeure. Et donc, entre le 5e siècle de notre ère et durant les 1000 ans que va durer le Moyen-Âge, on va voir que plusieurs pratiques vont se chevaucher. Alors, au tout début du Moyen-Âge, la nécropole antique va perdurer, au moins jusqu'au 7e siècle. Et puis, on va voir progressivement s'estomper l'habitude de placer les défunts dans des sarcophages. À la place, on va plutôt préférer des coffrages en bois ou en tuiles qu'on va enfouir en pleine terre. Et puis, pour les gens qui ont moins d'argent, c'est même juste de simples draps. Et les tombes vont être rarement marquées d'un signe distinctif ou de mobilier funéraire particulier. En fait, on va plutôt recycler à chaque fois, au fil du temps, ces tombes. Donc, on va labourer ces champs funéraires qui contenaient les dépouilles, et puis on va placer les restes des défunts dans des ossuaires pour pouvoir retrouver de la place pour les suivants. Donc on ne peut pas vraiment encore parler de cimetière, parce qu'il n'y a pas de marques qui vont venir, on va dire, il n'y a rien qui va venir marquer l'emplacement de ces tombes. Et petit à petit, on va chercher à se faire enterrer dans des lieux d'inhumation de saints chrétiens, considérés comme des lieux sacrés. Donc c'est en fait ce qu'on va appeler l'inhumation ad sanctos, c'est-à-dire près du saint. Et pour les croyants, reposer auprès des martyrs ou de leurs reliques, c'est vraiment le must. Donc ça, c'est une pratique qui émerge. Et puis, autre phénomène nouveau, c'est l'attraction aussi bien des vivants et que des morts, comme on le disait, autour des monuments chrétiens. C'est à partir de cette époque que l'Église va occuper le centre du village. On va lui accoler les tombes, mais aussi les maisons et les commodités, c'est-à-dire le four, le moulin, enfin tous ces lieux très importants qui rythment la vie quotidienne des gens. Donc ça, c'est vraiment la naissance du village moyenâgeux. Et désormais, à partir de cette époque, le cimetière qui jouxte l'église devient aussi béni que l'église. Et ce qui est aussi notable, c'est que l'enceinte du cimetière, ça devient véritablement un lieu d'asile et de refuge. C'est un lieu qui est protégé, qui est inviolable, puisqu'il est protégé par la loi étatique. Et ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est que à cette époque-là, il y a aussi une utilisation profane des cimetières. C'est-à-dire que ça n'est pas juste ce lieu éteint où on va de temps en temps pour se recueillir sur la tombe de ses défunts. C'est aussi un lieu de vie.
Et ça, c'était il n'y a pas très longtemps, hein. Enfin, je veux dire, on va dire à l'échelle, bien sûr, de l'histoire de l'humanité et de notre culture européenne, mais quand même, je veux dire, c'était des lieux où on se retrouvait. Enfin, déjà, il y avait des marchés, donc il y avait, voilà, il y avait des marchés ambulants installés. On pouvait aussi s'y faire soigner. On y rendait aussi la justice. Il y avait aussi des représentations théâtrales, d'ailleurs, aussi souvent sur justement le thème justement de la mort, parce que c'était aussi une manière un peu à la manière des carnavals d'exorciser, on va dire quelque chose qui devait déjà effrayer les gens. Donc voilà, donc il y avait ce mélange, c'était des lieux de vie quelque part, et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. La proximité de la mort, bah, ça n'effrayait pas. Voilà, et ça c'est vraiment quelque chose qui s'est perdu au fil du temps. Alors on l'a dit pour les chrétiens, à cette époque, reposer près d'un lieu sacré, ben, c'est capital. Et forcément, cette pratique avait aussi son lot d'injustices. Déjà, les gens pauvres n'avaient généralement pas le droit à des sépultures individuelles. Leur sort habituel, c'était la fosse commune, hein. Ensuite, il y avait tous ceux qui n'avaient pas reçu l'extrême-onction. Alors l'extrême-onction, rappelons ce que c'est le sacrement qui va consister en fait à oindre un catholique au moment de ses derniers instants. Donc eux, ces gens qui n'avaient pas reçu l'extrême-onction n'avaient pas non plus accès au cimetière paroissial. Et puis ça, c'est aussi tous les non-catholiques, donc typiquement les protestants à l'époque, aussi les suicidés. Il faut rappeler que le droit canonique les a seulement retirés de la liste des exclus en 1983. C'est quand même juste hallucinant. Et puis bien sûr les gens non baptisés. Donc il y avait une petite exception, c'est pour les enfants qui étaient décédés avant le baptême, qui avaient le droit d'être inhumés dans le cimetière, mais dans une partie où la terre n'était pas consacrée. Voilà. Et bien vite, les autorités, elles vont devoir réglementer les inhumations ad sanctos, en particulier celles à l'intérieur même des églises, pour des questions d'hygiène en particulier. Alors, il reste bien sûr des exceptions pour les hauts dignitaires ecclésiastiques et aussi les nobles qui finançaient largement les églises. Et dans des textes liturgiques à partir du Xe siècle, eh bien, c'est là qu'on va commencer à observer le terme de cimetière, qui vient du grec kemeterium, qui vient du verbe dormir. Voilà, puisque c'est notre dernier somme, notre voilà. Et donc le cimetière, voilà, dans ce terme-là, commence à apparaître. Et c'est bien plus tard, au XVIIIe siècle, c'est-à-dire au début de l'époque contemporaine, que s'opère la transition du cimetière religieux vers le cimetière communal. Logiquement, avec la Révolution française, donc la Révolution française, je vous rappelle que ça marque la fin de l'époque moderne, eh bien, le cimetière n'est plus administré par l'Église, par le pouvoir religieux, mais par l'autorité municipale. Et dès lors qu'en fait le cimetière va devenir communal, il va redevenir accessible à tous, protestants y compris. C'est aussi le XVIIIe siècle la fin du cimetière intramuros et du cimetière aussi ouvert à tous les vents. Désormais, et sous l'influence du mouvement hygiéniste, eh bien, on va chasser les cimetières des villes et on va en ouvrir de nouveaux aux portes des villes et des villages, donc loin de la compagnie des vivants. Il est alors toujours formellement interdit d'être inhumé à l'intérieur d'une église, à part quelques exceptions. Et puis, c'est vraiment à partir du 19e et 20e siècle qu'il va y avoir des textes de loi qui vont vraiment codifier tout ce qui a trait au cimetière communal. C'est là qu'on va mettre en place des concessions cadastrées, c'est-à-dire qu'on va les organiser en divisions, en carrés, en rangées, auxquelles on accède par des allées. On va fixer la hauteur des clôtures, on va fixer les dispositions pour l'entretien des tombes, etc. Donc, ça se structure, on va dire ça comme ça. Et puis, faut noter aussi que les fosses communes sont toujours autorisées en cas de catastrophe et d'épidémie encore aujourd'hui. Voilà, et que la crémation a été réintroduite en France en 1887, puisque là aussi, il y a eu quelques allers-retours sur cette possibilité. Et aujourd'hui, dans certains cimetières, pas tous, mais beaucoup, souvent, le cimetière, c'est un petit peu la photographie de la ville, avec ses quartiers riches, ses quartiers pauvres. Et puis, dans certains pays, on sait que les familles dépensent des sommes considérables pour construire des tombes qui sont parfois, on va dire, plus coûteuses, plus élaborées que leur propre maison.
Voilà. Alors, on va noter aussi qu'à partir de la fin du XXe siècle, on a observé vraiment, en fait, quelque part, on va dire, l'artificialisation des cimetières, hein, c'est-à-dire que l'expression de la nature est un peu découragée. On passe d'espaces plutôt naturels, avec une forte symbolique des arbres. Hein, donc les arbres souvent qu'on plantait mais qu'on commence à replanter, qu'on trouve encore dans les cimetières, c'est le chêne qui symbolise la pérennité et l'attachement familial, aussi le saule pleureur qui est bien sûr évocateur du deuil, l'acacia, le cyprès, le lierre qui symbolise l'immortalité, également le buis qui symbolise la permanence de la vie. Donc vous voyez, on retrouve dans ces usages, on peut faire aussi le parallèle avec nos propres, je dirais, traditions sorcières quelque part. Voilà. Et donc, ces lieux naturels deviennent progressivement des lieux assez austères, avec des pierres de marbre, des caveaux de béton, des allées de gravier qu'on désherbe chimiquement. Alors ça, c'est un petit peu en train de s'inverser. Déjà, progressivement, on interdit les produits phytosanitaires, donc ça, c'est une excellente chose. On commence à avoir des pratiques d'entretien aussi plus vertueuses. On commence aussi maintenant à s'intéresser à l'empreinte carbone de nos propres pratiques funéraires, puisque pour vous, à titre d'exemple, on sait par exemple que la crémation, ça permet de réduire l'empreinte au sol. Donc sur 10 000 mètres carrés, on peut loger 4 à 6 défunts contre 200 urnes. Alors c'est quand même juste un rapport hallucinant, mais on sait qu'en termes d'empreinte carbone, le bilan de la crémation est beaucoup moins favorable. Alors on se pose aussi ces questions, outre l'aspect un peu écologique, évidemment. C'est l'occasion de revenir vers des pratiques aussi plus naturelles. Donc, on commence à voir, comme en Allemagne ou comme dans certains pays du Nord, aussi vous savez, ces espèces de cimetières qui sont en fait des espèces de forêts, voilà, où on va inhumer les gens de manière beaucoup plus naturelle. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a une autre réalité qui pousse à cela, c'est la pression foncière, puisqu'en fait, on cherche à récupérer de l'espace utilisé en centre-ville par certains cimetières et à les déplacer vers l'extérieur des villes pour pouvoir en fait loger les gens. Voilà, donc il y a aussi cet aspect-là. Donc voilà, en guise de première partie, cette histoire des cimetières que je voulais vous conter, parce que à travers cette histoire, ça parle de nous, ça parle, on va dire, de notre évolution, et je trouvais que c'était un bon préambule avant de vous parler, enfin avant de retourner à Paris pour faire notre petite balade. Alors Alina, est-ce que vous êtes toujours là ? On est toujours là, puis en plus, alors je me permets de rajouter des petites subtilités supplémentaires issues de mon plan de l'émission que j'avais fait en octobre 2020 sur Witches Radio, sur le cimetière et son origine, justement, pour te dire, je suis je sais plus le mot. Une taphophile. Une taphophile. J'avais découvert plein de trucs, notamment il y avait des phrases très étranges que l'on pouvait retrouver dans certains cimetières, assez énigmatiques, je dois dire. Et moi, j'adore les cimetières, surtout en Angleterre. Ah oui. Est-ce que tu as déjà vu cette phrase dans un cimetière ? Nous avons été ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes. Alors non, pas celle-ci, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup on va retrouver beaucoup de choses comme ça, oui, et c'est et je trouve que c'est magique en fait. Je veux dire, quand en tant que vivant, on se balade dans un lieu et qu'on tombe sur ce type de maxime, ça nous renvoie. Enfin, il y a un message qui nous est adressé, et c'est hallucinant. Disons que ça nous remet un petit peu les pieds sur terre, en se disant, oui, on est tous et on meurt tous à un moment donné, donc il faut l'accepter aussi, c'est ça qui est un petit peu complexe, et on se rend compte aussi que, en fait, pour ne pas penser à la mort, alors que c'est quelque chose qui est naturel, même si c'est très triste et douloureux de perdre des gens qu'on aime, on va dire, on travaille énormément pour pas pouvoir réfléchir et penser à tout ça. On fait plein de choses d'ailleurs dans notre vie pour pas penser à tout ça. Alors qu'en fait, c'est la clé. C'est la clé pour pouvoir vivre l'instant présent et se dépasser dans l'instant présent. Donc, t'as entièrement raison, et je pense que c'est aussi, on va dire, un des éléments en fait aussi qui va caractériser ce matérialisme qui galopant, enfin je veux dire qui a gagné notre monde, et où justement oui,
on fait tout en fait pour s'extraire de ça, pour éviter ça, pour pas y être confronté. Enfin, et alors qu'en fait, c'est notre destination. Et bon, après, je veux pas rentrer là-dedans, mais on a tous, on va dire, nos convictions par rapport à ça, mais ça, dès lors qu'on considère ça aussi comme en fait une suite, un passage, la suite on passe comment dire, d'une incarnation où on a normalement appris. Parfois même dans la douleur, mais on a appris des choses et pour devenir des meilleures personnes, pour soit se réincarner, soit pour devenir autre chose, pour s'élever. Et du coup, je pense que oui, c'est dommage en fait de quelque part la mort est devenue persona non grata, alors qu'on aurait vraiment intérêt à la garder près de nous, à la faire nôtre, pour mieux vivre en fait ce passage-là et peut-être mieux vivre nos vies. Ouais. Totalement. Et je me suis permise de partager également sur le chat le lien que j'avais mis dans mon plan, des liens de livres gratuits en ligne sur le thème de la mort à l'époque médiévale. Donc si jamais super. Voilà, ça intéresse les enchanteurs. Mais j'irai voir tes liens et puis Et puis est-ce que tu as le lien vers ta chronique? Alors elle me dit quelque chose, mais en fait c'est pas une chronique, hein, c'est une émission complète. C'est une émission, que j'avais faite en octobre 2020 sur Witches Radio. Ah oui, de toute façon j'ai tout, hein. J'ai les audios, j'ai le plan, j'avais fait tout un truc sur les rituels magiques autour des cimetières, enfin il y avait plein de trucs. Top. Voilà. Bon, cool, ça permettra de continuer en fait, voilà, pour ceux qui veulent un petit peu creuser, s'il y a d'autres taphophiles comme nous deux. Voilà. J'ai découvert quand même ma passion pour les cimetières grâce à Disneyland, tu sais, notamment la maison hantée. Tu sais. Ah, d'accord. Oui. Ouais, c'est intéressant. Quand j'étais jeunette, Donc j'adore, moi, les cimetières de l'époque victorienne notamment. Ah oui, oui. De toute façon, aussi le cimetière, tu parlais des cimetières anglais. En Écosse, j'en ai parlé déjà quand j'avais fait Witchy Planet sur Édimbourg. Vous avez le Greyfriars Kirkyard, qui est l'un des plus connus même au monde et qui est... Il est magnifique. Je l'ai vu en vrai, là, il y a 2 ans, quand je suis partie en Écosse. J'ai pensé à toi. Franchement, c'était merveilleux. J'ai adoré le cimetière. Alors, on nous met quand même pas mal de trucs dans la tête en nous disant il est hanté, blablabla. Il est surtout magnifique. C'est ça. Après, ça dépend peut-être des gens qui sont un peu sensibles, mais dans tous les cas, je sais que la passion des cimetières, je l'ai depuis que je suis enfant. Alors, ça a toujours un peu, on va dire, surpris ma famille, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours été très attirée, on va dire, par ces lieux. Et en fait, je me dis que c'est quand même des lieux... C'est des lieux importants parce qu'en fait, c'est rendre hommage à ces gens qui ont été comme nous, qui sont passés par là et qui parfois ont été oubliés, où il n'y a plus personne de leur famille qui subsiste. Et donc, parfois, une petite pensée, de lire leur nom, regarder leurs photos. Ce que je trouve chouette aussi, tu vois, dans les cimetières en Angleterre, alors il y en a peut-être que dans d'autres régions, en France, c'est différent, je ne sais pas, peut-être que dans le chat, certains pourront nous le dire, mais en Angleterre, dans les cimetières, et là je parle des cimetières contemporains, sur les stèles, en fait, on parle aussi souvent de la famille du défunt, qu'il a été père de tant d'enfants. On dit aussi quel a été son métier. Parfois, on parle aussi de sa passion. Et ça, je trouve en fait aussi chouette. Enfin, ça, finalement, ça coûterait pas plus cher que d'écrire sur nos stèles. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant pour les gens, même les gens qui n'ont pas connu ces défunts-là. Mais c'est une manière en fait de se remémorer de manière personnalisée. Et ça, je trouve que c'est chouette, quoi. C'est intéressant en tous les cas, mais j'aime beaucoup en fait. Moi, je dis que dès que j'ai un peu de temps à tuer, que je suis dans n'importe quelle ville, mais un village, mais partout, si je peux faire un petit saut dans un cimetière, j'aime bien, quoi. Et il n'y a rien de morbide, il n'y a rien de truc. Je trouve que c'est en plus hyper reposant, quoi. Alors, ce que j'ai expliqué sur le chat, quand on est parti en Angleterre avec mon mari, il y a plein de parcs en fait, où tu peux aller pour manger, pique-niquer. Et en fait, on s'était pas aperçu que dans le parc dans lequel on était, en fait, c'était un cimetière à nouvelle génération. Nous, on s'installe sur notre banc, à côté d'arbres, et on voit des gens avec des fleurs, qui viennent et tout. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On est où là? Et en fait, on voyait des gens tristes, c'est normal, c'était des gens qui venaient voir leur défunt. Et on s'est aperçu, en fait, que sous notre banc, il y avait une stèle,
avec le nom de personnes décédées, avec les dates de naissance et dates de décès. Et en fait, on s'est aperçu que l'immensité de ce parc, alors c'est la nouvelle génération en fait de cimetières, était envahie en fait de tombes, mais pas de la manière dont on connaît traditionnellement, c'est-à-dire avec une stèle, etc. Mais vraiment, tu as des bancs en fait qui sont positionnés au-dessus, par-dessus, tu sais. Ouais. C'est très très bizarre en fait, et en même temps, ça fait hyper reposant. Enfin, t'es vraiment dans un parc, et en fait, t'es dans un cimetière. C'est très très étrange. Ouais. Mais moi je trouve que c'est chouette. Enfin, moi j'encourage en fait toutes ces initiatives qui sont souvent, on va dire, des choses qui étaient déjà pratiquées dans le passé, mais qui font qu'on se rapproche d'eux. Enfin, je pense que on a, et puis en plus ça en fait des lieux vraiment agréables, quoi, hein. J'ai déjà vu, alors pas personnellement, mais j'avais déjà vu, oui, sur internet, des cimetières comme ça. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, à découvrir les amis, ça se trouve ça va être le futur, hein. On va tous être Yes, transformés exactement. en arbre. Et oui. Alors du coup, je vous propose qu'on amorce notre petite balade dans les cimetières les plus emblématiques de la capitale, dans le cadre de notre cycle Paris Magique et ésotérique. Alors je vais vous parler de 3 cimetières célèbres. D'abord, c'est le cimetière des Saints Innocents, les catacombes, évidemment, et enfin le fameux cimetière du Père-Lachaise. Alors, on va commencer par le cimetière des Saints Innocents, qui, je vous le dis tout de suite, n'existe plus, hein, mais qui n'en reste pas moins très célèbre. Alors, en fait, il existait dans le quartier des Halles, à l'endroit de l'actuelle place Joachim du Bellay. Et donc, ce cimetière est très ancien, puisqu'il remonterait déjà à l'époque des Mérovingiens, et il a été en fonction pendant près de 1000 ans, puisqu'il a il a fermé en fait en 1780, et on estime que 2 millions de Parisiens y auraient été inhumés. Alors en fait, le lieu tire son origine. Alors au départ, il y avait une première chapelle en l'honneur de Saint-Michel, qui a été ensuite remplacée par une église plus vaste vers 1130, sur l'ordre de Louis VI le Gros. Et cette église, en fait, va être dédiée aux Saints Innocents, d'où le nom. Voilà. Alors les Saints Innocents, si vous rappelez un peu vos cours de catéchèse, ou si vous êtes tout simplement, je dirais, versé ou habitué à la lecture de la Bible, c'est dans l'Évangile selon Matthieu. C'est ce passage en fait où Hérode va commander en fait le massacre de tous les enfants juifs de moins de 2 ans, parce qu'il a peur justement de l'avènement de Jésus. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Donc à cette époque-là, donc le cimetière qui jouxte en fait l'église des Saints Innocents était disposé comme un cloître. Il comportait 74 arcades gothiques et des galeries en étage qui débordaient littéralement de crânes. Et en plus de l'église, des charniers et d'une fontaine, il y avait aussi 2 reclusoires. Alors, qu'est-ce que c'est que les reclusoires ? Ce sont des petites cellules qui accueillaient des reclus, des recluses, et qui demandaient à être murés pour la vie. Donc, le reclusoire des Innocents, c'était le plus célèbre de Paris à l'époque. Et en fait, un reclusoire, c'était en fait une cellule qui disposait de 2 meurtrières grillées, l'une qui donnait sur l'extérieur afin qu'on puisse donner de la nourriture aux reclus, et l'autre qui donnait vers l'intérieur de l'église, hein, pour permettre en fait à la personne de pouvoir assister aux cérémonies religieuses. Et donc il y a différentes personnalités des reclus très connus qui ont été identifiés et qui étaient justement dans ces reclusoires des Saints Innocents. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce cimetière, il était très prisé par les Parisiens. Comme je vous le disais précédemment, c'était un véritable lieu de vie. On y retrouvait la journée des marchands, des promeneurs, des saltimbanques qui donnaient des représentations. Et à la nuit tombée, en revanche, c'était un cimetière qui était beaucoup moins fréquentable. Alors, dans ce cimetière, il étaient inhumés les défunts de 22 paroisses parisiennes, en plus de ceux de l'Hôtel-Dieu. Il y avait aussi toutes les victimes de la peste noire de 1348, toutes les personnes non identifiées de la morgue de la Cité, les noyés de la Seine, et toutes les personnes qu'on retrouvait sur la voie publique, dont on ignorait l'identité, et qui se retrouvaient alors dans les fosses communes. Alors, comme il y en avait beaucoup trop, il y avait beaucoup trop de corps pour un cimetière qui était devenu trop petit,
On a ajouté en fait tout autour des charniers. Et il y en a un qui est assez célèbre, c'est le charnier des Lingères, qui était situé du côté sud du cimetière, et où à partir de 1424, on pouvait en fait y voir une fresque célèbre qui représentait une danse macabre. Cette fresque, donc, elle était a priori visible jusqu'en 1669 et elle était organisée en 15 tableaux dans lesquels on pouvait voir représenter tour à tour des nobles, des représentants religieux, des paysans, même des souverains qui étaient contraints de suivre les morts dans cette danse macabre, rappelant ainsi à tout le monde que personne, quel que soit son statut, n'échappe à cette fatalité. Et d'ailleurs, on retrouve, on va dire, dans ces 15 tableaux des figures qui sont dans le tarot, puisque c'est la même époque, quasiment, 15e siècle. Donc on va y retrouver l'amoureux, on va y retrouver l'ermite, l'empereur, le pape. Enfin, ça, voilà, ce petit parallèle que j'ai fait, que je trouvais aussi intéressant à vous souligner. Et après 1000 ans d'activité, ce cimetière, il devient insalubre. Le niveau du sol aurait même dépassé de 2,50 m celui des rues avoisinantes, pour vous dire, quoi, tant il était surchargé. Et donc, il y a une loi en 1765 qui va interdire les cimetières à l'intérieur des villes pour des raisons d'insalubrité. C'est ce que je vous évoquais avant dans l'histoire des cimetières. Et donc, c'est ce qui va conduire à la fermeture définitive du cimetière des Innocents en 1780. Et donc, il y a même un événement un peu particulier puisqu'il y a une cloison en fait d'une cave qui va carrément céder. C'était la cave d'un restaurant et qui va céder sous le poids en fait des défunts inhumés. Et donc, ce cimetière, il ferme en 1780 et il est même détruit en 1786. Alors aujourd'hui, il reste très très peu de vestiges de ce cimetière si vous allez en visite. Déjà, bon, les restes des personnes, je vous en parlerai juste après, vont être transférés aux catacombes de Paris. Et sur la place actuelle Joachim du Bellay, où il y avait donc le cimetière, on va retrouver la fontaine des Innocents qui a été érigée en 1549 et qui était accolée à l'église des Innocents qui, elle, depuis a été détruite. Et au numéro 8 de la rue de la Ferronnerie et au numéro 15 de la rue des Innocents, vous pouvez encore voir quelques arcades qui soutenaient autrefois 2 des charniers du cimetière. Et concernant les vestiges, certaines stèles, etc., vous pouvez en retrouver au musée du Louvre et au musée Carnavalet, et même aussi d'une certaine manière au musée de Cluny, notamment vous allez retrouver, alors Nicolas Flamel n'était pas enterré au cimetière des Innocents, mais comme les gens qui étaient au cimetière des Innocents, sa sépulture ainsi que celle de Pernelle, donc c'est l'histoire que je vous racontais la dernière fois, ont été transférées aux catacombes. Et par contre, sa stèle funéraire a été récupérée d'une manière assez drôle. Et on peut toujours la voir aujourd'hui au musée Cluny. C'est une très belle stèle. Voilà pour le cimetière des Innocents. Et maintenant, je vais vous parler justement des catacombes, alors que vous connaissez forcément. Alors, les catacombes, on vous le disait, à la suite de la décision de supprimer le cimetière des Innocents en 1780, on va commencer à évacuer les ossements dès 1785 dans les anciennes carrières du Petit Montrouge. Donc pendant 15 mois, chaque nuit, c'est des chariots remplis d'ossements et recouverts de draps noirs qui vont être emmenés jusqu'à un puits de service. Et là, en permanence, vous avez des prêtres qui disent des prières ou qui chantent l'office aux morts. Et on verse les ossements vraiment pêle-mêle. Donc, si la plupart des ossements des catacombes proviennent du cimetière des Innocents, au fil du temps, on rejoint en fait ceux d'autres lieux de culte, d'autres cimetières, d'autres monastères de la capitale. Alors, pourquoi est-ce qu'on a appelé cet ossuaire les catacombes? Alors, au départ, ça s'appelait en fait l'ossuaire municipal de Paris. Et en fait, on a eu l'idée de donner ce surnom, donc c'était en fait un surnom, en référence en fait aux célèbres catacombes romaines dont je vous parlais aussi précédemment. Voilà. Et c'est sous le Premier Empire, donc au début des années 1800, qu'un inspecteur général des carrières, qui s'appelait Louis-Étienne Héricard de Thury, va aménager et va décorer cet ossuaire en disposant de manière artistique les ossements et en agrémentant sa composition de poèmes, d'aphorismes et de maximes un petit peu
ressemblant à ce que tu nous évoquais juste avant, Alina. Donc c'est une disposition pour ceux qui ont déjà visité les catacombes, hein, c'est un peu bizarre. On en retrouve dans d'autres pays, en Europe et même dans des églises, hein, des ossuaires comme ça. Bon, c'est vraiment quelque chose néanmoins à voir. Et donc cet empire des morts, situé en sous-sol, va rapidement attirer beaucoup de curieux. Donc ça va devenir vraiment en fait un lieu de visite, un lieu de tourisme, hein, dès sa création. Et ça va même être renforcé au niveau de sa popularité par la découverte en 1804 du squelette en fait de Philippe Asper, qui était le portier du Val-de-Grâce et qui se serait perdu 11 ans plus tôt dans le labyrinthe des carrières. Et donc on disait que son fantôme, on dit encore, hein, que son fantôme hante les galeries. Et puis, il y a d'autres promeneurs qui disent avoir vu, eux, un petit homme vert cornu et doté de pieds de bouc. Donc, c'est toujours le même, hein. C'est toujours le même bonhomme vert avec ses pieds de bouc et ses cornes qu'on va retrouver un peu partout. Oh, ben oui, ben oui. Donc ça, c'est toujours très drôle, quoi, de le retrouver. Il a le don d'ubiquité, notre petit diable vert. Voilà. Et donc, il y a plus de 6 millions de Parisiennes qui reposent dans les catacombes. Alors, une majorité d'inconnus, évidemment, mais aussi quelques personnages illustres. Par exemple, dans la Galerie des Ossements, qui est longue de 800 mètres, vous allez retrouver les restes de Rabelais, de Racine ou encore de Charles Perrault. Et puis, ce qui est aussi intéressant de souligner, c'est que les catacombes qui sont accessibles, hein, au grand public, ça n'est en fait qu'une toute petite partie des souterrains parisiens. Il existe des catacombes qu'on dit interdites. C'est en fait un vaste réseau de carrières souterraines qui serpentent sur pas moins de 320 km sous la capitale. C'est une ville gruyère, hein, pareil comme beaucoup de capitales d'ailleurs en Europe. Et ces galeries, elles ont été creusées à l'époque où Paris s'appelait encore Lutèce. Et c'est une véritable ville sous la ville. Voilà. Et d'ailleurs, vous aviez même des gens qui habitaient dans ces galeries, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, pour visiter les catacombes aujourd'hui, je vous recommande de réserver en ligne. Donc, vous avez soit le site internet de Paris Musée, où vous avez des plateformes de réservation, mais parfois c'est plus cher sur ces plateformes-là. Alors, évidemment, vous pouvez aussi acheter votre billet directement sur place à l'entrée des souterrains, mais c'est une queue de 2 à 3 heures, hein, au moins, et quelle que soit la période de l'année. Et l'avantage, puis, de toute façon, quand vous réservez en ligne, il faut vraiment vous y prendre plusieurs jours avant, voire même plusieurs semaines, parce que c'est hyper demandé. C'est vraiment un des lieux touristiques les plus plébiscités de la capitale. Donc, souvent, c'est même, si vous cherchez à réserver en ligne une fois que vous êtes à Paris, c'est déjà mort. Donc, il faut vraiment anticiper pour pouvoir y aller. Et enfin, je vais vous parler du cimetière du Père-Lachaise, le fameux, donc qui est situé dans le 20e arrondissement, qu'on appelle aussi le cimetière de l'Est, et qui est le plus grand cimetière parisien, puisqu'il s'étend sur 43 hectares. Donc là, chaussée des bonnes baskets, hein, surtout qu'en plus le terrain est un peu accidenté. Donc il est géré par la mairie de Paris, hein, il fait partie des parcs et jardins. Et c'est vraiment un lieu unique, quoi. C'est un musée à ciel ouvert, un musée de l'art funéraire, et c'est un lieu très, très agréable à visiter. C'est aussi, outre le fait que c'est le plus grand cimetière de Paris, c'est sans doute un des Paris les plus visités au monde, puisque chaque année, c'est plus de 3,5 millions de personnes qui viennent s'y balader. Donc c'est un cimetière qui est fort de 220 années d'histoire, puisque c'est en 1804 que l'endroit va ouvrir ses portes, à ce fameux moment où je l'évoquais précédemment, on commence à manquer de lieux pour inhumer ses morts. Et donc sa construction fait suite à un décret impérial qui était destiné à encadrer l'installation et l'organisation des cimetières. Et on a choisi l'une des collines située aux frontières de Paris, celle de Champ-l'Évêque, pour justement créer ce cimetière du Père-Lachaise sous la direction d'un architecte qui s'appelait Alexandre Théodore Brognard. Et quant au nom du cimetière, Père-Lachaise, ça trouve son origine par rapport au précédent occupant des lieux qui s'appelait François d'Aix de la Chaise, qui était un prêtre jésuite, confesseur du roi Louis XIV et qui avait fait bâtir une petite propriété au XVIIe siècle au même endroit. Voilà l'origine du nom de Père-Lachaise. Et donc, parmi les 70 000 tombes du Père-Lachaise,
Vous allez bien sûr retrouver des noms célèbres comme Molière, comme La Fontaine, Marcel Proust, Oscar Wilde, Frédéric Chopin, Balzac, Modigliani, Champollion, Sarah Bernhardt, Edith Piaf, Jim Morrison, et puis bien sûr des gens célèbres plus contemporains. Et certaines sépultures font l'objet d'un culte particulier. Donc moi, je vais vous parler de celle qui peut-être intéresse un peu plus notre communauté. C'est ces personnes qui ont fait le monde ésotérique parisien. Donc la plus vénérée, c'est bien sûr celle d'Allan Kardec, évidemment, qui est désincarné en 1869. Donc il y a de très nombreux visiteurs qui viennent régulièrement pour toucher l'épaule gauche du buste en bronze du fondateur du spiritisme avec leur main droite. C'est le moyen recommandé pour communiquer avec son esprit. Et sur le fronton, cette fameuse formule qui est devenue maintenant culte, naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Et sur sa stèle, on peut lire « Tout est fait à une cause, tout est fait intelligent à une cause intelligente, la puissance de la cause est en raison de la grandeur de l'effet ». Voilà, donc ça c'est bien sûr un endroit incontournable à faire lors de visite du Père-Lachaise. Un peu plus loin, vous allez retrouver la tombe d'un disciple d'Allan Kardec, Pierre Gaëtan Lesmarie, qui repose dans une tombe qui ressemble un peu à celle de son maître et qui prend la forme, le monument prend la forme d'un petit dolmen. Voilà. Et puis, vous allez retrouver aussi la stèle du spirit Gabriel Delanne, qui a été le fils spirituel de Kardec, puisque son père, Alexandre Delanne, était ami d'Allan Kardec et la mère de Gabriel Delanne était médium. Là aussi, d'ailleurs, je vous renvoie sur des émissions très intéressantes de notre ami Michael du Lotus, avec Charles Kempf, qui est un des pontes aussi de l'histoire du spiritisme et qui parle beaucoup de justement ces figures emblématiques du spirit. Voilà. Et en fait, la tombe de Gabriel Delanne, elle attire beaucoup de gens parce que on dit que son esprit aurait la propriété de guérir les dépressions et d'amoindrir les douleurs articulaires. Voilà. Donc, vous allez trouver aussi au Père-Lachaise la tombe de Rufina Noguerat, qui est une médium très connue, et aussi, et surtout, et là, dédicace spéciale à Mimi, celle bien sûr du docteur Gérard Ancos, plus connu sous le nom de Papus, qui s'est désincarné en 1916. Et donc, on peut lire sur la stèle de celui qui a fondé l'ordre martiniste, qui a écrit plein d'ouvrages, qui a dirigé des librairies spécialisées dans l'hermétisme, qui a créé la faculté libre des sciences hermétiques. Ici repose le corps de Gérard Ancos, Papus, médecin, philosophe, écrivain, grand maître de l'ordre martiniste, désincarné le 25 octobre 1916 à l'âge de 51 ans. Waouh! Ah oui. Donc voilà. Donc on peut dire, pour finir, juste vous dire que l'accès au cimetière est libre et gratuit. Mettez des bonnes chaussures, ça je vous l'ai dit. Et faites juste attention, allez voir sur le site internet du cimetière parce que les horaires d'ouverture et de fermeture changent en fonction des saisons. J'espère vous avoir un peu transmis ma passion en tant que taphophile. Moi, personnellement, c'est en fait des lieux de méditation, d'introspection. Et je trouve que l'idée d'être vivant au milieu des morts pour se régénérer, c'est peut-être une étrange pensée, mais ça a beaucoup de sens. Voilà. En tout cas, c'était une chronique passionnante et magnifique, vraiment, Vera. Ah bah, je suis contente si ça vous a plu. Oui. Ça papote sur le chat, tu peux aller voir si tu veux. Ah bah de toute façon, je vais vous rejoindre sur le chat. En parlant de Papus, je remercie également Mimi parce que c'est grâce à Mimi que je me passionne maintenant pour Papus. J'ai commencé vraiment à lire sérieusement le fameux livre Traité méthodique de magie pratique. J'ai appris des trucs de dingue. De toutes ces années dans le cheminement, c'est l'un des meilleurs livres que j'ai pu lire sur le sujet, vraiment. Donc, oui, je vous recommande. C'est la base, hein. Ouais. Je l'avais depuis longtemps. C'est le grimoire. Je l'avais depuis longtemps, mais il est très particulier parce que Papus a quand même une manière d'aborder les choses assez pragmatique en matière de médecine. Donc il y a des passages qui sont assez complexes, puisque forcément il faut avoir assez d'années d'études pour pouvoir un petit peu comprendre. Bien sûr. Mais quand on est dans le milieu depuis un petit temps, on se rend compte de plein d'éléments très subtils, hyper intéressants, et surtout que l'on retrouve dans les livres plus modernes, parce qu'ils sont inspirés bien sûr des livres anciens, et franchement c'est à lire, vraiment. Eh ben écoute, mais c'est vrai que Mimi et Papus, c'est une longue et belle histoire. Oui, puis je comprends mieux pourquoi Mimi fonctionne de cette manière aussi. On en avait parlé, elle et moi.
Bref. Donc, ma très chère Vera, on te fait plein de gros bisous. Oui, moi aussi. Vraiment pour cette superbe chronique. Alors, le mois prochain, tu vas nous parler de quoi ? Tu sais déjà ? On est toujours, on finit notre cycle Paris magique et ésotérique. Donc, je ne sais pas encore. Il y a encore plein de choses dont je pourrais vous parler. Il va falloir que j'opère des choix, mais on reste dans Paris. D'accord. En plus, ce sera la dernière de la saison. Hein, exact, mais oui. Et oui, après coup, on se retrouve en mois de septembre. Tout à fait. Et oui, avec plein de belles nouveautés. Et puis, il y aura la dernière émission du Réveil des Enchanteurs qui sera le dimanche 7 juillet pour information. C'est un spécial. Comme vous le savez, chaque dernière émission de la saison, je fais un topo de ce qui s'est passé dans l'année, je fais un petit topo de ce qui va se passer dans le futur, mais surtout, là c'est nouveau, je vais mettre des bêtisiers, Vera. Ah, génial. C'est top. Il y a de quoi faire, hein. Il y a du matos. Hein. Ah oui, on a du lourd. On a du lourd, hein. C'est clair. Notamment avec Marie-Roux. Et oui, Marie-Roux nous a fait du lourd aussi pendant cette saison. Et ouais. Bref, je te fais plein de gros bisous. Et allez, moi aussi. À très bientôt. Un très bon dimanche à toi. Alors, mes très chers enchanteurs, on va faire une petite pause musicale et ensuite, il y a une petite surprise pour Robert. Je lui avais expliqué à Robert que j'avais fait plein de choses dans mon PC. J'ai retrouvé plein de fichiers que j'avais depuis super longtemps et notamment un petit fichier pour Robert. Donc, petite surprise pour Robert. Je voulais attendre de mettre ce fichier pour le bêtisier, mais je me suis dit, allez, non. On va le mettre avant parce que ce petit fichier est trop mignon, j'adore. Et vous allez peut-être un petit peu comprendre, je sais pas, les subtilités autour du prénom Robert, qui sait ? Ah, on va voir si Robert est pareil en tout cas. Donc petite pause musicale, ensuite ce petit audio et on se retrouve pour l'actualité ESO Witch, les amis, pour finir l'émission de ce matin. Donc plein de gros bisous à vous et à tout à l'heure pour la suite du Réveil des Enchanteurs. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.